Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Bonjour à tous, vous êtes sur les Sherlocks du voyage. Aujourd'hui, on reçoit Benjamin Devine de QuickText. On va parler d'intelligence artificielle et de la recherche internaute. Bonjour Benjamin déjà. Bonjour, enchanté. Enchanté. Pour la première question, est-ce que tu peux nous parler de votre proposition de valeur chez QuickText et en quoi c'est innovant votre solution et qu'est-ce que vous proposez justement en termes d'intelligence artificielle puisque c'est un peu votre cœur de métier? Ok, donc il faut savoir que pour nous, la technologie, c'est jamais qu'un moyen. Donc la raison pour laquelle on a développé ce dont on va parler aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'on observe un changement majeur de comportement des voyageurs en ligne, des internautes. Et l'idée, c'est que, tu vois, dans les années 2000, il y a eu un changement majeur comme celui-là qui consistait à passer du format, par exemple, moi je travaille dans le voyage, je travaille essentiellement dans l'hôtel, donc du format recherche papier sur des guides touristiques à un format recherche en ligne sur du web. D'accord ? Et donc là, ce qui se passait, c'est que tout d'un coup, il y a des utilisateurs qui ont commencé à avoir accès à des ordinateurs depuis chez eux et qui ont pu commencer à s'asseoir pour rechercher des hôtels. Maintenant, on a un autre changement de paradigme, c'est l'arrivée massive du mobile en tant que outil de référence pour les utilisateurs. D'accord ? C'est-à-dire que c'est pas le seul outil qu'ils utilisent. Là, par exemple, on est en train d'utiliser un ordinateur pour se parler, mais l'outil principal qui définit notre rapport à la consommation de données et la façon dont on interagit en ligne, c'est désormais le mobile. D'accord ? Parce que en fait, le mobile, c'est pas du tout un outil physique, c'est aussi une mentalité, une façon de consommer l'information. D'accord ? Et sur mobile, l'information se consomme de façon interactive. C'est-à-dire qu'on est constamment en mouvement, chez soi, dans le train, même dans l'avion, si on décide d'éteindre le roaming, on est en train de consommer de l'information. Et sur un mobile, on a un espace réduit. Et à la base, le mobile a quand même été inventé pour permettre aux gens de communiquer ensemble. Donc en fait, le gros challenge des entreprises de e-commerce et en l'occurrence des hôtels, qui sont des entreprises de e-commerce, c'est tout simplement de rendre cette information disponible, de rendre leur information disponible de façon interactive. Alors, on parle d'intelligence artificielle. Pour moi, vraiment, il faut différencier le petit bonhomme sympa et rigolo qui est un gadget, dont personnellement, moi, je n'ai rien à battre, de l'outil qui va être capable de rendre l'information disponible à la demande et instantanément. Ça, c'est vraiment le but, je dirais, de l'intelligence artificielle en termes de ce qu'on peut appeler chatbot, etc. C'est vraiment pas du tout à voir en relation avec ce que peut faire un humain, parce que ça peut faire plein de trucs qu'un humain peut pas faire. Mais je pense que la comparaison est souvent dangereuse, parce qu'en fait, c'est pas du tout le même rôle. Il faudrait imaginer que l'intelligence artificielle, oui, on en reparlera, j'imagine, dans tes prochaines questions, mais il faut vraiment imaginer que l'interaction, c'est la nouvelle façon de rechercher. Et les sites web n'ont pas tué, par exemple, les humains, de la même façon que l'intelligence artificielle ne va pas tuer les réceptionnistes, ou, je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont pas dans l'hôtellerie, ne va pas tuer les standardistes ou les choses comme ça. C'est vraiment qu'on va évoluer vers une consommation différente de l'information. Et en tout cas, dans mon secteur, moi, ce que j'observe, c'est que c'est vraiment pas les machines qui remplacent l'homme. C'est très souvent l'homme qui fait un travail de machine qui est, je pense, en dessous de sa condition. Ouais. C'est super intéressant que tu aies mentionné que l'hôtellerie, c'est des entreprises du e-commerce, parce que je pense que ça, peut-être qu'il y a certains hôtels qui vont se dire, c'est un point que j'ai noté, que peut-être les auditeurs n'ont pas noté, parce que certains hôtels vont peut-être se dire, nous, notre métier, c'est pas du tout le e-commerce, alors qu'en fait, c'est le e-commerce en partie, et c'est d'autres choses. Donc ça, c'est hyper intéressant que tu aies parlé de ça, parce que je pense que ça paraît tout bête, mais c'est encore aujourd'hui chez certains hôtels quelque chose qui est pas forcément acquis. Et du coup, super intéressant ce que tu as dit, c'est que en fait finalement il y a aucun canal qui va remplacer un autre.
Et du coup, ça rejoint un peu ma deuxième question, c'est pourquoi l'omnicanalité est selon toi un enjeu important de communication? Donc, tu as un peu répondu en disant que, en fait, faut être partout pour essayer d'accrocher l'utilisateur là où il est, en fait. Alors, il y a deux choses. Premièrement, sur ta réaction sur les hôtels en tant qu'entreprise de e-commerce, il suffit de regarder la facture qu'ils payent à la fin du mois à Booking.com, Expedia, etc. pour comprendre qu'on est sur une problématique purement e-commerce en termes de distribution, évidemment. Donc, l'omnicanalité, en fait, ça c'est tout simplement une question commerciale parce qu'en fait, on parle de technologie, mais en réalité, un process commercial sur Internet ou en physique, c'est à peu près la même idée. C'est-à-dire que le premier point, c'est comment tu vas être en contact avec tes clients. Donc, avant, on avait des canaux, enfin à l'époque analogique, on avait des canaux très basiques qui étaient le courrier, le mail, le téléphone ou la rencontre physique, qui existe toujours d'ailleurs. Hein. Oui, le téléphone est un canal toujours important de réservation pour les hôtels avec qui je travaille, mais ça sera mon exemple. Mais bien sûr, évidemment, si vous faites partie d'une autre entreprise qui ne fait pas de l'hôtellerie, je pense que cette conversation peut vous être utile aussi. Mais j'utiliserai des exemples hôteliers. Donc, on a dit 3 canaux analogiques. Ensuite, il y a eu le web qui a permis l'email, etc. Après, on a les canaux. Je suis tenté de dire le chat aussi, mais qui s'est vraiment développé sur ces dernières années avec l'habitude que les gens ont pris de pianoter sur leur mobile. Et avec le mobile, on a donc renforcement du chat, mais aussi des canaux comme WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, etc. Puis puisque tu m'as dit qu'on allait partager mon écran, écoute, c'est parti, on va y aller. Hein. Je vais te montrer une ou deux choses qui sont sans doute intéressantes parce que les canaux de communication sont constamment en évolution. Et par exemple, il y a pas plus tard que le mois dernier, où, Google My Business a lancé sur mobile donc une nouvelle fonction qui s'appelle Message. Donc Google My Business, c'est la page des business sur Google. D'accord? Et donc, il y a désormais la possibilité d'activer quelque chose qui s'appelle Google Message. Et Google Message, c'est ni plus ni moins qu'un chat entre le e-commerçant et le client. Donc, ce système-là, il peut être géré à la main, mais il peut aussi être géré par une intelligence artificielle au nom de l'hôtel. Puisque de toute façon, ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est qu'on est en train de parler d'une révolution globale, c'est-à-dire un changement de paradigme. Donc, on a parlé, si vous voulez, je vous mets ça en grand comme ça va être plus clair. On a parlé de paradigme de recherche en fait, de la manière de rechercher. C'est ça que. Alors, ce que je vous ai dit, c'est donc on est en train donc il y a des canaux. On a parlé de chat, on a parlé de WhatsApp, etc. Il n'y a pas de problème. Donc, indépendamment, vous pouvez me dire pourquoi pas. Après, je vais vous montrer que je viens de vous parler de Google My Business, mais je vais aussi vous montrer d'autres trucs sur Google, de la mesure où quand on pose une question, Google répond de plus en plus. Donc Google devient un moteur de réponse, beaucoup plus qu'un moteur de recherche. D'accord? Donc ça, je vais vous le montrer en direct parce que c'est plus cool. D'accord? Mais si je lui dis, mais à quelle heure que c'est le couvre-feu? Donc finalement, ça va être des questions. Parce que du coup, finalement, la recherche de demain, elle est à la fois mobile, comme vous le disiez, et aussi peut-être la voix. L'idée, c'est que il faut prendre les choses étape par étape. Je sais que la voix, ça fait rêver, mais il faut comprendre. D'accord? Donc, là, ce que je dis, c'est que Google est en train de devenir un canal de communication. Donc, tu vois, je pose une question complètement standard. À quelle heure est le couvre-feu? Parce que moi, jusqu'à hier, je pensais que c'était 20h. Donc, grosso modo, je pose la question et Google me donne une réponse. D'accord? Puisque tu parles de la voix, il faut savoir que si je pose à Google Assistant à quelle heure est le couvre-feu, eh bien, Google va me répondre en lisant cette réponse. Donc, entre la voix et le texte, il n'y a pas une fondamentale différence. C'est simplement qu'au niveau de votre device, qui est votre mobile ou votre ordinateur, vous allez vous-même poser une question. Donc, à quelle heure est le couvre-feu? Le device va transformer la voix en texte, interroger la base de données correspondante, donc en l'occurrence à travers Google et les données structurées, ce que je peux vous expliquer ça en détail, ou interroger l'hôtel ou peu importe. Et cette réponse va être retransmise en texte au device qui peut ensuite, à travers une interface texte-to-voix, la retransmettre en voix. Donc il n'y a pas vraiment une différence fondamentale entre le texte et la voix, c'est juste une façon de... c'est juste que pour les gens qui sont pas habitués, ça fait une différence. Finalement, en fait, ce qui change vraiment, c'est plutôt la recherche mobile qui change la manière dont on recherche l'information. Qui change, c'est l'interaction.
Après, ce qui change, c'est que ça devient interactif. Tu vois, là, j'essaye de te montrer à quelle heure est le couvre-feu. Ben, ça te donne la réponse. Mais après, si je te pose une question, bon, j'avais préparé, par exemple, tu vois, si je demande à quelle heure est le check-in à cet hôtel, Google me donne une réponse. Le problème, c'est que très souvent, en l'occurrence, les e-commerçants qui sont les hôteliers, ils n'ont pas tout à fait compris cet enjeu. Tu vois, c'est pour ça que je te ralentis un petit peu, parce que si on comprend pas cet enjeu, ben, on est foutu, en fait. Faut pas essayer de voler avant de savoir marcher. Donc, tu vois, là, on a donc un hôtel qui n'est pas en train de fournir cette information structurée dont Google a besoin. Google a besoin de répondre, donc il va se fournir chez une agence de voyage en ligne qui est Kayak, qui n'est pas l'hôtel. Voilà. Et si l'hôtel réserve par Kayak, ben, il doit une commission. Alors que une des choses qu'on essaye de faire, c'est vraiment de se battre avec sur cette question-là de la data structurée, parce qu'il faut savoir que l'intelligence artificielle émerge à partir de connaissances, donc data structurée, intelligence artificielle qui permet de lier une question à une réponse, et canaux de communication. D'accord ? C'est ces trois blocs-là qui permettent d'avoir un système qui fonctionne. Et comment justement vous faites ça, vous, chez QuickText, pour pouvoir permettre aux hôteliers d'avoir ces réponses structurées ? Bon, bah écoute, tout simplement, ça se gère dans la question base de données. Donc, si tu veux, on a créé une base de données, je peux te montrer si tu veux. On a créé une base de données, en fait, qui rassemble toutes les questions que les clients des hôtels peuvent avoir. Donc, on est un produit qui est extrêmement spécialisé. On ne peut pas travailler avec, je sais pas moi, un magasin de chaussures, par exemple, parce que justement, on a cette spécialisation dans laquelle on a développé, je dirais, tous les sujets qui peuvent intéresser un client d'hôtel. Donc, tu vois, idée, par exemple, l'information sur le check-in, elle est structurée de cette manière. C'est pas du texte, d'accord ? L'intelligence artificielle sait faire ses propres réponses. Mais non, l'important, c'est que la connaissance soit là pour qu'ensuite elle puisse être diffusée. Puis être diffusée, donc quand le client pose sa question, la question soit comprise et que la réponse puisse être diffusée à travers le canal de communication que le client utilise. Donc c'est la réponse à ta question. Et du coup, ouais, je voulais enchaîner là-dessus parce que c'est lié. Toi, tu es vraiment, enfin, QuickText, vous êtes vraiment sur la partie hôtellerie parce que justement, les questions, elles sont toujours à peu près les mêmes, c'est ça ? Alors, il y a, alors c'est pas que ce soit toujours à peu près les mêmes, c'est qu'il y a à peu près 200 gros sujets dans un hôtel. D'accord, donc ça fait 5 ans qu'on fait ça jour et demi, donc on finit par bien les connaître et on finit par avoir, si tu veux, une intelligence artificielle qui soit assez bien rodée. Puisque tu me poses la question, on va aller regarder un petit peu cette question-là que je vais te montrer. Je vais te montrer un peu comment ça se structure tout ça. Donc, tu vois, grosso modo, nous, ce qu'on essaye de faire, en fin de compte, c'est connecter la question du client à un tiroir dans lequel il y a une réponse. D'accord ? Il faut savoir nous, ce qu'on utilise, c'est du Natural Language Understanding, c'est-à-dire un algorithme qui, à partir de questions clients, va essayer d'interpréter cette question et l'associer à une réponse correcte. D'accord ? Donc, dans notre cas, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé de mutualiser la partie compréhension, c'est-à-dire qu'en fait, quand un hôtel commence à travailler avec nous, il a déjà, si tu veux, un système qui est fonctionnel, qui comprend déjà ce que veut le client, il n'a pas besoin de le rééduquer depuis le début. Donc, si tu veux, tu vois un peu ce que je t'ai montré tout à l'heure, tu vois, les sujets, ils sont numérotés, ils sont identifiés. Et ça, en fait, ça nous permet de, quand il y a une erreur, par exemple, ça peut arriver, imagine, tu vois, le client demande à quelle heure est-ce que je peux arriver, et au lieu de le connecter avec check-in, on va le connecter avec autre chose, par exemple, j'en sais rien, swimming pool, piscine dans l'hôtel. Ça n'arrive pas, mais c'est que j'ai 3 exemples ici. Du coup, quelqu'un qui s'occupe du machine learning chez nous va le détecter, le corriger. Ça s'est produit sur un hôtel X. Et en fait, nous, notre job, ça va être de le réassocier, en fait. Corriger. Voilà, de façon à ce que sur tous les autres hôtels, quand cette même configuration se reproduit, on n'ait pas d'erreur. Donc en fait, un hôtel va, une correction sur un hôtel va s'appliquer à tous les hôtels. D'accord ? Donc mutualisation de la compréhension et individualisation justement de la réponse. C'est-à-dire que il faut dissocier la partie compréhension de la partie réponse. Donc si tu veux, la partie compréhension, elle va dire associe cette question avec le tiroir 1101. Et donc, comme elle s'est posée 1101, de l'hôtel X dans la langue donnée. Et là, donc, on ouvre ce tiroir, on trouve la réponse.
qui serait en l'occurrence celle-ci. Voilà. Il faut imaginer ça vraiment comme des tiroirs. Donc, trouver le tiroir, ouvrir le tiroir, fournir la réponse à travers le bon canal. Dans le cas de questions complexes, qui sont parce que du coup là on voit que c'est des questions qui sont plutôt simples et auxquelles c'est assez, on va dire, il y a un référentiel justement de tiroirs de questions et de tiroirs qui correspondent. Quand on a des questions un peu plus complexes, comment ça fonctionne en fait, comment vous y répondez? Alors je sais pas. En fait, la complexité n'a aucune incidence. C'est simplement la répétition. C'est-à-dire que c'est simplement la répétition qui fait je dirais, l'intérêt du truc. C'est-à-dire que en réalité, une tâche très complexe, si elle est répétitive, est automatisable. D'accord? Donc, par exemple, je vais te montrer un process puisque, c'est pas que ce soit complexe, mais que ce soit clair. Ok. Oui, je pense que pour nos auditeurs, c'est. Je vais vous montrer un process qu'on pourrait juger complexe, mais qui est répétitif. Donc, du coup, en ce moment extrêmement répétitif dans mon domaine, c'est les annulations. D'accord? Je vais vous montrer. Bonjour, je veux annuler ma réservation. Ok, facile. Je veux annuler ma réservation. Ok. Je cite les conditions d'annulation. Très bien. Voulez-vous annuler une réservation? Bah oui. C'est une réservation de chambre. D'accord. Donc on voit des différents choix. J'ai réservé en direct avec l'hôtel. Dans ce cas, est-ce que vous avez pensé à aller modifier votre réservation directement sur le moteur de réservation de l'hôtel? Très souvent, les clients n'y pensent pas. Donc, notre première mission, c'est de les accompagner, leur dire attendez, vous savez que vous pouvez le faire vous-même, vous n'avez pas besoin d'appeler qui que ce soit. Donc là, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Là, je vais passer à un humain. Donc, le chatbot va capter, par exemple, la date d'arrivée. D'accord. Il va me demander donc quelques informations additionnelles. Pour être vraiment sûr de pouvoir localiser ma résa, d'accord. Et là, je vais renvoyer à l'humain. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que tu vois, c'est quand même un process qui est bon, c'est pas d'une complexité extrême, mais c'est pas anodin. De la même manière, tu vois, si c'est une configuration différente, par exemple, je vais recommencer, je voudrais annuler ma réservation. C'est très fluide en fait entre les divers canaux aussi, entre le chat et au moment où en fait ça doit basculer sur l'humain. Du coup, il y a une reconnaissance entre le moment où. Alors sur l'humain n'a pas le temps de réagir. Donc c'est pour ça que là on dit c'est bon, j'ai pris toutes les infos nécessaires, on va te répondre quand on aura le temps. D'accord? Parce que l'humain il n'arrive pas à répondre aussi vite. Donc du coup, pour pas créer de frustration, on crée un tampon. On dit c'est bon, on a toute l'info. Maintenant rentre chez toi et on va te contacter. D'accord. Alors, tu vois, regarde, j'ai réservé une chambre, mais cette fois-ci, je veux l'annuler, mais j'ai réservé par Booking. Là, malheureusement, donc sur les agences de voyage en ligne, les hôtels ne peuvent pas annuler eux-mêmes. Donc, du coup, on dit, si tu as réservé par Booking, pas de chance, tu dois aller sur Booking et personne ne peut rien faire pour toi à part Booking. Tu vois. Donc, c'est un dialogue qui paraît simple, mais qui a plusieurs ramifications. Je peux te montrer un autre cas, par exemple, j'en sais rien, moi, est-ce que je peux réserver pour un groupe ou un séminaire, tu vois. La réservation de séminaire, c'est quand même costaud. Donc, tu vois, par exemple, je vais faire une réservation de groupe. Tu vois, est-ce que tout le monde arrive le même jour? Non. Tu vois, ok, pas de problème. À quelle date arrivent les premiers membres du groupe? On va dire demain. Tu vois, on va être capable de prendre, tu vois, les premiers, les autres personnes. Je sais pas, le 204. Pas de problème. Ah non, c'est une recherche assez fine. J'ai mis, 204. J'avais mis. Et s'il n'y a pas toute la dispo, comment? Alors, s'il n'y a pas de dispo, on va être capable de le montrer. Donc, je rentre n'importe quoi là pour suivre un process de résa. Donc, sur date de départ, moi, je vais mettre le 5, le 6. Ok. Je suis désolé, quand j'ai commencé un process, je suis obligé de le finir. Je te laisse finir. Là, tout simplement, le chatbot, donc quand c'est une demande de groupe, ça n'existe pas la disponibilité en temps réel pour les groupes. Par contre, pour une demande de résa simple, par exemple, je veux réserver une chambre
du 18 au 23 août. D'accord. Tac, je veux voir le meilleur prix. Confirme les dates, ça va assez vite. C'est un autre process encore, tu vois. Ça me propose de me fidéliser avec un promo code, quantité d'adultes, voilà, pas d'enfants. Ok, je veux une seule chambre. Parfait. Je confirme. Et là, on va chercher directement dans un autre système qui est donc le moteur de réservation de l'hôtel. Il faut savoir que une intelligence artificielle, ça se nourrit en fait de tous les systèmes digitaux qui existent dans l'hôtel, de l'écosystème. Et plus l'écosystème digital est ouvert et intéressant, et plus le chatbot va être capable d'être puissant et du coup de faire écho de ces fonctionnalités à travers différents canaux de communication. Donc là, on est sur le site web de l'hôtel. Donc comme tu vois, j'ai la dispo en temps réel, etc. Et je peux directement... Ah, merde. C'est bien parce que ça te renvoie directement en fait vers une partie. En théorie, mais là sur cette démo, j'ai eu le même problème hier, donc en théorie, tu peux directement réserver. Je sais pas pourquoi là j'ai eu un petit, ça me permettait pas d'arriver sur la page. C'est super parce que là, par exemple, sur mobile, on imagine ça ou le. En fait, t'as pas besoin d'imaginer, hein, c'est super facile. Regarde. Tac, tu dis attends, je vais finir la requête que j'avais faite auparavant, mais tu vois donc sur WhatsApp, il faut savoir que c'est un tout petit poil plus lent parce que on doit connecter à différents systèmes. Et tu vois par exemple what time is check-in. Bon, désolé, ça met du temps, ça fait quelques microsecondes. Un humain répondrait moins vite que ça, mais moi ça me stresse. Voilà, et tu vois, tu as la réponse directement, tu vois. Donc ça, à travers n'importe quel canal, et pour tous les process, c'est pareil, que ce soit WhatsApp, Facebook, Google My Business, etc. Donc c'est de ça qu'on est en train de parler, c'est d'une réactivité instantanée. Et en fait, au final, si la seule limite qu'il pourrait y avoir, finalement, c'est de pas avoir derrière la donnée, par exemple, de pas avoir de CRS, et d'être un hôtel qui est pas équipé quoi finalement derrière et qui fait que si on installe une solution comme QuickText, forcément ça va pas marcher parce qu'on n'a pas déjà la base qui est d'avoir de la donnée, etc. quoi. C'est exact. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des établissements qui sont peu équipés et finalement qui font appel quand même à vous ou ça n'arrive pas? Ça n'arrive pas vraiment parce qu'en fait, en général, quand tu arrives à considérer des outils comme les nôtres, tu as déjà une certaine maturité digitale, donc c'est assez rare qu'on se retrouve face à ce cas là, quoi. Oui, bien sûr. Et alors, du coup, j'avais une question par rapport justement lorsque l'humain prend le relais. Comment ça se passe si en fait on est pendant la nuit? Est-ce que c'est QuickText qui propose des services de prise de relais de l'humain ou c'est l'hôtel qui doit trouver des manières d'y répondre? Comment vous faites ça? Alors, en fait, éviter la frustration. on a tout à fait une possibilité de prise de relais. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, je sais pas, moi, je vais demander qui est Napoléon. Okay, le chatbot ne peut pas répondre à ça, d'accord? En théorie, à moins qu'un de mes copains ait fait une blague. C'est un moment, je sens que le chatbot va répondre à cette question juste pour m'emmerder. C'est pour me faire une blague, quoi. Donc, en fait, le premier réflexe du chatbot est donc de reformuler quand il ne comprend pas. D'accord? Là, cette question n'est pas dans sa base de données. D'accord? Donc, je réitère. D'accord? Et là, du coup, le chatbot va, d'un point de vue client, il va tout à fait montrer que tout est normal, il n'y a pas de problème. Tu vois, parce que tu vois, les questions de style « Ah, je suis encore en apprentissage, machin truc », bon, ça, c'est nul. D'accord? Le client ne doit pas du tout ressentir de stress. D'accord? Donc, tout est normal, tout est bien. D'accord? Donc là, OK, j'ai transféré votre demande à mes collègues qui reviendront vers vous au plus vite. Quel service désirez-vous contacter? Bon, on va dire que c'est par rapport à la réservation, d'accord? Si c'est urgent, vous pouvez nous contacter directement par là. Nous, tu vois, on pourrait rajouter ici via live chat si on a des agents derrière. On le recommande pas. En général, tu vois, on donne au client la possibilité de répondre de se faire recontacter. Comment est-ce que nous, toi, tu dois nous contacter très vite. Voilà comment on peut faire. Comment, si nous, on a un peu de temps, comment est-ce qu'on peut te contacter?
par email. Ok. Il y a la moitié des gens qui me disent ah non mais Benjamin, moi j'aimerais bien pouvoir répondre instantanément à mes clients. Et moi ce que je te dis mais c'est Jean-Pierre, mais vas-y mais bien sûr fais-toi plaisir. On a un super dashboard, on a une application mobile de façon à ce que même si tes agents sont aux toilettes, ils puissent répondre. Donc tu vois on te donne cette possibilité. D'accord, t'as la possibilité de le faire. Mais je pense que c'est une énorme connerie en fait. Tu vois. Parce que ton staff, il va pas être capable de suivre et plus ça va aller, moins il va être capable de suivre parce que ce volume de requêtes grossit. Donc en fait, ce qui se passe avec Quicktext, c'est ce qu'on essaye de faire, je vais essayer de te montrer, c'est qu'en fait, on essaye de premièrement expliquer au client que la réponse va être rapide, qu'elle va venir à travers probablement un autre canal parce qu'on s'attend pas à ce qu'il reste sur le live chat pendant 1 heure ou s'il est sur WhatsApp, on va pouvoir lui répondre un peu plus tard puisque la communication WhatsApp, l'hôtel peut répondre pendant une période de 24 heures. D'accord, il y a des règles avec WhatsApp Business, avec Facebook Business, etc. Mais je vais essayer de te montrer comment est-ce que on gère les notifications. Tu vois, donc pour que ce soit simple, tu vois, le staff de l'hôtel, en l'occurrence, il a surtout pas envie d'avoir une interface en plus. D'accord. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise son interface préférée, qui est son interface email, sur laquelle il est confortable, et on envoie des notifications qui sont structurées. Ici, par exemple, tu as une demande de groupe. Tu vois, cette personne. Pour cet hôtel, elle veut réserver pour un groupe. D'accord? Là, tu as l'info, le nom, l'email, le téléphone, les dates de séjour, etc. Toute l'info structurée. Et si tu as besoin, tu peux soit aller sur la plateforme pour voir la conversation et éventuellement répondre, soit tu peux, si tu es par exemple à la centrale de Reza d'un hôtel, tu n'es pas en contact direct avec le chat, tu as le transcript de la conversation et donc du coup, tu peux répondre tranquillement par mail. Parce que les hôtels ne sont pas des pompiers, d'accord? C'est pas des pompiers, c'est des enfin, tu vois, il y a pas une urgence absolutissime à ce que ce soit traité dans la seconde. Il faut que la plupart des requêtes soient traitées dans la seconde, mais quand c'est un process qui requiert une attention humaine, du coup, faire comprendre que ça sera traité rapidement, mais peut-être sous 2 à 3 heures. De la même manière, quand c'est un problème dans l'hôtel, donc je vais essayer de dire un problème dans l'hôtel. Donc je suis dans l'hôtel, je vais utiliser WhatsApp, d'accord. Je vais dire my TV is broken, d'accord, pas de problème. Pourquoi est-ce que mon WhatsApp me parle en anglais? Parce que je l'ai programmé comme ça, d'accord, et parce que je fais des démonstrations en anglais le plus souvent. Donc là, tu vois, le chatbot comprend que tu as un problème et il te demande ton numéro de chambre, 432. Ok. 432, il demande donc là, fix my TV, ok. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vois cette information, ces entités là, téléphone du client, numéro de chambre et ce qu'il a besoin, et on va être capable de l'envoyer à un outil de gestion de tâches. Donc si tu veux, je vais essayer de te montrer en détail ce que ça donne. Donc c'est-à-dire que c'est pas forcément par email. Tu vois, il y a des requêtes qui peuvent être plus urgentes ou qui peuvent être dirigées à un personnel, on va dire opérationnel. Quoi. Oui, c'est ça. Donc du coup, par exemple, si c'est pas urgent, ça peut être traité par, tu vois, si c'est vers la centrale de Reza, ça peut donner origine à un email. Si c'est par exemple quelque chose qui se passe dans l'hôtel, tu vois, donc je vais essayer parce que j'ai pas un outil de gestion de tâches là comme ça sous la main. Donc en fait, c'est un aiguilleur qui, en fonction de la question, etc. Toi, tu es capable avec Quicktext de dire tiens, j'aiguille cette demande à tel canal finalement, mais aussi alors j'aiguille cette demande vers telle personne, voilà, de façon. Donc tu vois là, j'ai reproduit la même demande, grosso modo. Donc là, donc c'est ce qu'on a vu jusqu'au client. Et donc ensuite, cette information, si l'hôtel a, on est capable de le transférer à un outil de gestion de tâches, tu vois. Donc, par exemple, là, HotelKit, d'accord, on met le numéro de la chambre, le type de demande et la requête précise du client, de façon à ce que ce soit traité directement par l'agent de maintenance, sans passer ni par le front desk, donc la réception, ni par de multiples agents. Ainsi, on réduit, premièrement, on facilite la captation de soucis clients et on est capable de la diriger directement vers la bonne personne, minimisant ainsi le nombre de personnes du staff nécessaire pour la résolution d'un problème et le temps d'action. Ouais, c'est super intéressant par rapport à ça parce que du coup, au moins, la réception, elle n'est pas surchargée par exemple, de tâches qui ne les consomment pas et de choses comme ça. Donc ça, c'est super par rapport au gain de temps aussi de savoir qu'est-ce que tu dois, toi, en tant que pro dans l'hôtel, traiter et pas traiter des trucs des autres et faire justement ce travail d'aiguillage, quoi. Exact.
Parce que ce travail d'aiguillage n'a aucun intérêt humain, quoi. Ouais, bien sûr. Avec la démo, c'est vrai que c'est parlant et avec des exemples, c'est hyper parlant et on voit le gain de temps finalement outre la recherche, en fait, le côté aussi aiguillage, c'est super intéressant en termes de gain de temps, quoi. Donc super, merci pour ça parce que je pense que ça va intéresser plein de monde d'avoir vu ça. Donc on a parlé aussi finalement de l'omnicanalité avec le fait que forcément on va passer sur un autre canal pour qu'il n'y ait pas de déception en cas de question un peu plus complexe. Donc là l'omnicanalité finalement elle joue son rôle pleinement où on passe sur un autre canal, donc ça c'est aussi hyper intéressant. Alors j'avais envie de parler avec toi aussi des stratégies sur Google et TripAdvisor qui aujourd'hui cherchent à avoir de ma compréhension, mais du coup c'est là où ça va être intéressant de la confronter, à avoir du contenu. Est-ce que c'est justement par rapport à cette nouvelle façon de rechercher l'information? Est-ce que tu penses que peut-être demain on aura un système de matching comme un peu les sites de rencontres entre une demande précise, je veux un hôtel à Marseille bien noté, gastronomique, avec piscine, nuit en pension complète entre temps et temps, et que finalement il y aura un matching des résultats par rapport à une demande? Comment tu imagines le futur justement par rapport à ça? En fait, j'aimerais bien que ce soit le futur, mais tu vois, c'est juste le présent. Je vais te montrer. Tu vois, ce que tu imagines comme tu vois, c'est souvent un problème comme tu vois des gens d'imaginer que ce genre de truc c'est dans l'avenir. En fait, c'est pas parce que c'est pas dans je dirais l'horizon des possibles pour beaucoup d'hôtels, parce qu'ils l'imaginent même pas que ça n'existe pas, tu vois. Donc, je vais te montrer comment ça s'applique dans le présent et je vais te proposer ma vision, moi, du futur. D'accord ? Parce que très souvent, le futur des uns, c'est le présent ou le passé des autres. Donc, allons-y. D'accord ? Donc, ok, je vais dire... Je commence. Alors après, tu pourras m'interroger sur la captation de données. Pourquoi est-ce que je demande l'email, etc. Ça sera un sujet qui me semble très intéressant, mais on n'en est pas là pour l'instant. Donc là, je vais te mettre du zoom. Tu vois, je vais dire, j'en sais rien. Do you have a hotel? Pourquoi est-ce que ça me parle en anglais? Parce que mon navigateur web est en anglais, d'accord? Je sais pas moi. C'est un groupe donc de 12 hôtels, grosso modo, dans des stations balnéaires. Do you have a hotel close to the plage? D'accord? Très simple. Je sais pas, donc comme il y a plein de plages, c'est tous des hôtels qui sont près de la plage, je peux dire je connais l'hôtel que je veux, je vais commencer à l'écrire, ou je vais aller vers les îles Baléares, d'accord, très bien. C'est quoi ton budget? On va dire entre 100 et 150 boules. Pas de problème, d'accord. Donc ça, tu vois, c'est le présent, ok. Et ça, c'est très très simple, c'est juste permis par l'idée de base de données structurée qu'on a parlé au début. Ah mais la question en fait, c'est point par point. Ça a une... oui, c'est-à-dire que ta recherche, en fait, elle est affinée par rapport au facteur que tu as demandé. Donc maintenant, on va pousser, mais juste la question un petit million de kilomètres plus loin, ce qui est rien en dimension spatiale, hein. Mais juste un projet que je travaille en ce moment, qui me semble intéressant. Tu vois, c'est une fois qu'on a les données de beaucoup d'hôtels, d'accord ? Imagine qu'à Paris, j'ai, je sais pas, 150, 200 hôtels. Bon. Que je vais voir la destination Paris et que je leur dis, écoutez, les gars, là, le monde, il est en train de changer et il faut que vous soyez capable, en tant que promoteur de la destination Paris, de faire circuler l'information de façon beaucoup plus intelligente. De telle façon que, par exemple, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois, le chatbot de la destination soit capable de dire je cherche un hôtel qui soit bien pour les enfants à Paris, d'accord? Donc do you have a hotel? Là, du coup, tu donnes plusieurs informations dans une même question finalement. Ouais, mais ça, c'est pas du tout un souci. La question, ce qui est vraiment important, c'est d'imaginer que
Ça, là, on est sur le site, imaginons, de l'Office de tourisme de Paris. Je n'ai pas de relation avec l'Office de tourisme de Paris. Je suis en train d'en construire avec beaucoup d'offices de tourisme dans le monde. Paris n'est pas l'une d'entre elles. C'est tout simplement parce que j'ai pas le droit de dire avec qui je suis en train de construire ça. Mais donc, c'est pour ça qu'on a pris un exemple qu'on était sûr que ça mettrait du temps à remonter. C'est Paris. Tu vois, j'ai cherché. Donc là, j'ai réuni tous les hôtels à Paris que j'avais dans ma base de données qui sont kids-friendly. D'accord ? Et donc là, je peux directement choisir mon hôtel et réserver depuis le site de la destination. Je peux aussi imaginer, d'accord, que depuis le site de la destination, je vais être capable de capter l'information de la destination. Par exemple, what activities do you offer? D'accord, donc là, qui serait typiquement, donc j'ai fait remonter l'information des hôtels vers le site de destination. Sur le site de destination, je suis aussi capable de montrer les activités touristiques disponibles. D'accord. La destination me donne en termes de flux API, si vous voulez. Et je peux également aller réserver, cette activité, d'accord. En l'occurrence, là sur la démo, c'est malheureusement pas la destination qui me fournit l'information, c'est une agence américaine parce que très souvent les destinations n'ont pas encore compris cet enjeu, donc il y a des entreprises qui l'ont pris avant elles. Mais là, l'idée c'est de dire comment est-ce que je peux mettre en avant des contenus qui seraient non pas les contenus que les Américains ont envie de mettre en avant sur Paris, c'est-à-dire trois conneries, les flyboats, le French Cancan et le Louvre, d'accord, mais peut-être des activités à forte valeur touristique. De la même façon sur les restaurants, d'accord, what restaurants do you recommend, d'accord. Évidemment, si l'hôtel a un restaurant, tac. Et là, du coup, il va trouver la liste des restos, d'accord, qui sont des restos qui sont à proximité. Si à proximité, c'est un kebab, pas de bol, d'accord, parce que ça, c'est Google, tu vois. Mais moi, ce que je suis en train de dire aux destinations, c'est, les gars, vous allez remonter l'information des hôtels parce que vous allez les aider à s'en sortir, parce que je vous rappelle qu'on est en crise, d'accord. Moi, ce que je vous propose en échange, c'est que votre information, par exemple, sur les endroits à visiter, les routes touristiques, la gastronomie ou ce que vous voulez, par exemple, j'en sais rien, tu vois, ici, je suis retourné sur le site de l'hôtel et je dis quelles activités vous me proposez. D'accord. Et là, en fait, au lieu d'utiliser encore une fois cette agence américaine qui s'appelle Viator, je serais capable d'utiliser l'information de la destination. En fait, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que le futur, c'est pas être capable de comprendre plusieurs choses dans une phrase, parce que ça existe déjà, ou d'utiliser donc un processus itératif pour trouver, par exemple, le bien de consommation ou l'hôtel qui serait le plus adapté pour un client. L'enjeu, c'est comment est-ce que je vais pouvoir faire voyager l'information de façon complètement libre entre tous les acteurs du voyage, de façon à créer un écosystème qui serait vertueux plutôt qu'un écosystème qui serait contrôlé exclusivement par des agences externes américaines avec aucune portée locale et qui vont juste mettre en avant une destination sous forme de blockbuster, tu vois. Moi, ce que je voudrais, tu vois, idéalement, c'est qu'à Paris, on montre un peu d'autres trucs que les trois trucs de base du French Cancan, tu vois. Donc du coup, moi, ce que je perçois comme enjeu sur les prochaines années, c'est vraiment dans l'écosystème du tourisme, comment on va être capable concrètement, parce que moi je suis pas du tout dans l'abstrait, hein, le discours politique me saoule énormément. Mais ce que je dirais, c'est comment est-ce qu'on va être capable de créer un écosystème dans lequel l'hôtel va être capable de se vendre sur son site web, de propulser son information sur des canaux de communication qu'on a vus qui sont conventionnels ou qui sont émergents, et aussi sur des canaux tels que le site par exemple de visiteparis.com ou ce genre de trucs, ou Visite Mexico en l'occurrence, puisqu'on il est assez peu probable qu'il parle français, donc je vais balancer. On travaille sur le projet Visite Mexico. Ça verra peut-être le jour dans un an, j'en sais rien. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on va être capable de faire remonter l'information de l'hôtel au niveau de la destination, par exemple, et de faire redescendre l'information annexe de la destination, les activités, les choses à faire, les restaurants, au niveau de l'hôtel. Parce que tous ensemble, en fait, un hôtel en soi, il a peu de visibilité, mais plein d'hôtels, ils sont capables de pousser leur destination et donc de réactiver le tourisme de façon extrêmement profonde et de faire du cross-selling entre leurs produits et les restaurants d'à côté, etc. La question, c'est juste qu'il faut que ce soit pas chiant à faire. Et avec notre projet, moi, je suis en train d'essayer de monter un projet qui s'appelle Émergence, qui consiste à faire que l'hôtel puisse rentrer ses données parce que ça lui génère des réservations, parce que ça lui économise du travail et parce que ça crée une meilleure expérience à ses clients, donc de façon égoïste, remonter cette donnée au niveau de la destination et que la donnée de la destination puisse, quant à elle,
être redescendu au niveau de l'hôtel. Et ainsi, on crée un espèce d'écosystème de l'information touristique, mais qui est mouse costaud, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis, je t'écoutais avec attention parce que du coup j'ai créé un article aussi sur la multimodalité, enfin le fait de pouvoir vendre en fait une même chambre en sec avec des petits déjeuners, avec des activités dans l'hôtel et aussi avec des activités en dehors de l'hôtel pour pouvoir un petit peu donner de la plus-value et aux offres et de pouvoir en fait proposer différentes modalités, enfin modes de distribution avec un produit. Là, on parle plus du produit que finalement du prix. On parle du produit et on le décline de différentes manières, avec aussi des problématiques. Si c'est l'hôtel qui doit faire ça, de la responsabilité du package et peut-être des acteurs qui justement des activités qui sont en dehors de l'hôtel et qui font que certains hôtels peut-être aujourd'hui, en tout cas c'est une question que j'ai posée et la profession n'a pas super bien répondu dans l'hôtellerie, donc j'étais un peu surpris qu'il soit pas sur ce sujet justement de se dire comment je fais pour donner de la valeur à mon hôtel et à ma destination, etc. Et pas vendre juste mon hôtel, mais aussi vendre les activités qui sont à côté. Alors je me suis dit que c'était peut-être une question de j'ai pas envie de prendre justement la responsabilité de gérer les stocks de ce que font les TO ou les agences réceptives d'activités qui sont en dehors de mon hôtel. Et là, du coup, avec ce que tu proposes, finalement, tu fais le lien entre les deux sans que forcément l'hôtel ait forcément aussi besoin de prendre cette responsabilité du package. Mais il est en tout cas la possibilité de proposer autre chose en dehors de son hôtel et vice-versa, la destination va pouvoir proposer les hôtels, les activités, etc. Et en fait, tout le monde se partage l'information, la data informationnelle et finalement c'est peut-être ça le futur et enfin le futur ou le présent comme tu dis, de vraiment comprendre que la donnée elle est et le partage de ces données est finalement super pour l'internaute puisque lui il cherche d'avoir toutes les informations en un coup d'œil et rapidement quoi. Et exactement. Ça met aussi en valeur l'hôtel donc c'est bénéfique pour lui. Oui, bon, juste, il faut savoir que tu parles à des acteurs économiques qui sont pas forcément visionnaires sur cette partie-là. Donc, voilà, je te rappelle qu'il y a 20 ans, l'hôtellerie, c'était donc un artisanat. Ça reste très attaché à cette modalité. Donc, c'est sûr que le côté technologique, c'est quelque chose qui n'est pas, enfin, je dirais, plus que le côté technologique, je dirais le management de l'innovation. Les services digitaux, c'est pas quelque chose qui est au cœur de la stratégie de beaucoup d'hôtels. D'accord? Donc, l'innovation est vécue le plus souvent comme on garde son core service habituel. Et l'innovation est vécue comme quelque chose de nécessaire, mais pas nécessairement comme un levier de compétitivité. C'est plutôt qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être trop en arrière. Ce qui, bien sûr, ça ne concerne pas tous les hôtels, on est tous les disclaimers que tu peux imaginer. Mais la réalité, c'est celle-là, c'est qu'on est sur un métier qui a beaucoup évolué, mais qui aurait pu évoluer beaucoup plus parce qu'il s'est passé 20 ans et que 20 ans, c'est juste qu'on a fait dans notre secteur, en tout cas, le minimum. D'accord? Mais il aurait pu se passer beaucoup plus de choses. Ensuite, il y a nos décideurs. Je pars en France, on n'a pas de ministère du tourisme. Tu vois, c'est la honte. On n'a pas de chef capitaine d'industrie qui soit vraiment je dirais avec cette vision globale du tourisme. On a des visions éventuellement de chefs d'entreprise qui sont avec des perspectives plus ou moins focusées sur eux-mêmes et plus ou moins court-termistes. En tout cas, Benjamin, merci parce que ça rejoint en fait un sujet que finalement j'avais envie d'aborder et où je te dis voilà, j'ai vraiment eu du mal à trouver des acteurs qui avaient envie d'en parler à part une agence réceptive qui est en train de se lancer justement d'essayer de mettre du digital dans la distribution de packages, etc., mais qui est un peu un intermédiaire entre les hôtels et la distribution, peut-être en agence, etc.
Et finalement, les hôtels, ils sont pas du tout, mais je les sens pas, alors pas tous, hein, comme tu dis, totalement ouverts à se dire il faut que je mette de la valeur ajoutée en plus dans mon produit. Et les gens, quand ils viennent dans une destination, finalement, ils viennent aussi d'abord par l'expérience et par les activités avant de venir dans mon hôtel. Donc, il faut que je mette en valeur ma destination, peut-être avec d'autres hôtels, et que j'arrête de me battre avec les copains qui sont à côté, au contraire, et que je mette en avant aussi toute la partie activité et expérience à côté. Donc j'espère que ta démo c'est en train de changer quand même. faire bouger quand même un peu les choses encore plus vite, quoi. Alors c'est en train de changer d'ailleurs, hein, pour être tout à fait juste, les hôtels se posent beaucoup de questions et donc c'est très très bien, c'est dans la bonne direction. Il reste beaucoup de choses à faire, d'accord. Maintenant, bon, je pense qu'on n'est pas là pour faire, je me permettrai pas de formuler un jugement, tu vois. Moi, je suis dans la tech, c'est je dirais, ma formation. J'ai pas fait une école d'hôtellerie. Ce que je dirais, c'est que, dans les écoles d'hôtellerie, à mon avis, il me semble très important d'avoir une formation en management d'innovation et nouvelles sources de revenus ou réinvention de mon business, quoi. Je pense que ça manque, voilà. Donc pour pas être dans la polémique les hôtels, machin, etc. Non, je dirais, si on a une perspective, c'est vraiment de se dire que dans la formation hôtelière à tous les niveaux, que ce soit académique ou les coachings, les formations et tout ce que tu veux, c'est vraiment un apprentissage des ficelles de l'innovation et du digital qui est très important. Moi, ce qui me gêne très souvent dans les supports qu'on peut avoir sur de la formation ou sur des conférences, c'est que on a des grands concepts, etc. Mais on n'a pas forcément une diffusion du savoir innover. D'accord ? On a des cas de succès, on a des réunions sur des technologies digitales qui ont l'air fantastiques, même aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, mais qui sont très souvent abstraites. Et je pense que c'est ce point-là qu'il faut qu'on essaye de bridger, quoi. D'arriver à se projeter, de projeter les gens aussi, du coup. Et c'est vrai que là, sur du savoir-faire. L'innovation est un savoir-faire. Voilà. Ok. Merci Benjamin. Alors la dernière question, ce serait plutôt qu'est-ce que toi est-ce que tu as envie de faire passer un message particulier aux professionnels du voyage par rapport aussi à la situation actuelle qui est difficile, donc que les hôtels sont à l'arrêt, mais que le monde, lui, ne s'arrête pas. Donc, du coup, il va falloir faire un choix pour moi, c'est vraiment, tu vois, les réductions de coûts de très court terme ou les stratégies d'immobilisme sont sans doute des choses qui vont avoir un impact préjudiciable sur, je dirais, les business qui vont survivre. Après, je peux pas opiner sur les stratégies de financement de chacun. Mais ce que je dirais, c'est premièrement, l'innovation, c'est un process continu. Donc, à partir du moment où vous immobilisez, vous perdez un temps, vous rattraperez pas. Tout simplement parce que la technologie, ça avance de façon hyperbolique, c'est-à-dire exponentielle. Donc, en fait, si vous perdez du temps maintenant, vous rattraperez jamais l'avance que d'autres acteurs peuvent prendre à votre place. Donc voilà, l'innovation, c'est un process continu qui n'est pas donc un investissement violent au bout de quand on se rend compte que c'est trop tard. C'est vraiment un process continu, donc il faut premièrement l'identifier très tôt, il faut l'évaluer, il faut avoir les outils intellectuels pour le faire. Ne pas avoir une vision d'un produit, mais vraiment avoir une vision d'un process. Où est-ce qu'on veut aller, en quoi ça va nous aider et quelle va être l'évolution de cette technologie. Parce qu'une technologie, c'est comme une cellule humaine. Au début, ça naît comme une cellule souche qui a beaucoup de potentiel dans toutes les directions. Ça se précise dans une cellule mature. Et puis, fondamentalement, après, il y a une cellule cancéreuse. Donc, va peut-être falloir imaginer, tu vois, il y a un cycle, quoi. Les cellules doivent se changer. Donc, tout simplement, voilà, avoir cette idée du cycle de la technologie et finalement, être capable d'adopter une technologie comprendre en gros ce cycle, savoir à quel moment on veut rentrer et tirer profit d'une technologie. Et le problème des hôtels, c'est qu'ils rentrent souvent un peu tard, donc ils ne tirent pas les bénéfices de l'innovation. Et quand ils adoptent une technologie, elle est déjà en phase finale, quoi. Donc ça, c'est vraiment dommage.
Là, là maintenant, tu vois, à 9h, le 31 mars ou le 1er avril, je sais pas quelle date on est. Tu vois, on a des changements dont on a essayé de parler. On se retrouve dans cette situation, tu vois, où là, on a essayé de décrire, grosso modo, la situation il y a un changement de paradigme dans la façon dont les clients consomment l'information. L'hôtel dans la position du lapin. Et maintenant, une fois qu'on a représenté les choses comme ça, il appartient à l'hôtel de décider ce qu'il a envie de faire. Malheureusement, en tant qu'être humain, ou lapin en l'occurrence, on a été formaté à imaginer, si je mets 1 euro maintenant, je veux que ça produise un impact maintenant. Et donc, on voit pas que c'est en fait la technologie, c'est quelque chose de, je dirais, tu vois, de progressif. Tu vois, en fait, le lapin, il va sentir la valeur de bouger au moment où la voiture va passer au niveau de là où il est. Donc, soit il a commencé à bouger en amont et son premier pas, il a dit finalement ça ne change rien. Deuxième pas, ça ne change rien. C'est seulement quand la voiture va arriver à son niveau qu'il va se dire ah putain, j'aurais dû bouger. J'aurais pu utiliser l'image du Titanic et de l'iceberg, c'est la même chose. D'accord, donc vraiment il faut aussi essayer de renforcer la connaissance du digital et de l'innovation au niveau des hôtels, parce que tout simplement pour pouvoir innover, il faut comprendre les choses qui sont en train de se passer en termes de digital, et ça manque peut-être un petit peu. Voilà, je sais pas si j'ai été clair, j'ai essayé de résumer. Super, Benjamin, déjà merci d'avoir partagé toutes ces connaissances avec nos auditeurs. Je pense que vraiment, moi j'ai appris beaucoup de choses. Donc déjà personnellement, je te remercie pour ça, et j'espère aussi que tous les auditeurs vont être super contents de découvrir cette vidéo et en fait d'en apprendre plus, et vont essayer de s'y mettre et d'essayer en tout cas de comprendre, parce que c'est pas forcément leur métier, comme tu disais, et c'est pas forcément facile, et donc c'est chouette en fait, et c'est aussi l'objectif des Sherlock, de donner la parole à des gens qui vont essayer de vulgariser et d'aider à la compréhension, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec toutes les problématiques, parce que chacun son métier, et que finalement la connaissance, c'est aussi le savoir partagé, c'est aussi le moyen de s'améliorer et de commencer un cheminement et de faire le premier pas du lapin, quoi. Super. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée, bye. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux, ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr, ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks, pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocksment vôtre!